Bon, c'est pas très formel mon intervention, hein, ça a commencé à l'étage, mais voilà, c'est comme ça, il y a toujours des chemins pour passer à travers, voilà. On contourne. Bon, votre sujet, c'est quand même Rabelais. Un petit peu. Et puis votre sujet, j'ai vu que cette année, c'est le rire. Oui. Enfin, je ne suis pas un mec très rigolo. Voilà. Mais, alors si je peux quand même évoquer le rire. Parce que le rire est Rabelais. J'étais un jeune garçon, fin des années 50, début des années 60, et tout début des années 60. Mes parents, on habitait dans un bled, à 30 km d'ici, et donc ils avaient comme habitude d'aller chaque année aux fêtes de Gargantua à Chinon. Qui duraient, je crois, 3 jours. Et c'était des journées très chaudes. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu les fêtes de Gargantua à la fin des années 50 ou début des années 60. Moi, j'étais en culotte courte. Et de quoi je me souviens? D'abord, ça parlait de Rabelais, puisque c'était le visuel, c'était l'image qui appelait. Et pour un garçon de 8-9 ans, qu'est-ce qu'on retenait de ces fêtes de Gargantua? Je vais être un peu sévère. Il y avait donc une estrade, c'était place du théâtre, à Chinon. Des bâches agricoles, hein, ça venait le tour de l'estrade et le dessus. Et donc il y avait 2 activités principales. L'une qui était de manger le plus possible de boudin. Qui aurait terminé son premier mètre de boudin? Vous avez connu? Non, j'aurais pu. Il y avait également des pâtes. Donc c'était... Bon, ça nous emmenait un peu plus loin. Le gagnant, je me rappelle une année, était un Alsacien. Seconde chose dont je me souviens, et là ça peut rire, dans toute bonne fête populaire, il faut des humoristes. Alors à l'époque, déjà la France comptait beaucoup d'humoristes. L'humour, c'est un sujet aussi. Donc il y avait un monsieur qui s'appelait Roger Nicolas. Vous l'avez connu? Non? Comment? Ah, voilà. Non, parce qu'on ne sait pas, peut-être que je raconte une fiction. Il faut venir m'aider pour bien prouver que c'est... Donc ce monsieur Roger Nicolas était assez grand, belle prestance, des cheveux, comment on dit, blonds, un peu blond roux et puis bouclés. Et il avait des yeux bien comme ça. Et puis une particularité, c'est qu'il avait un chapeau qui était placé en arrière. Donc voilà, je me souviens de l'Alsacien qui gagne en mangeant le premier, le mètre de boudin, et de Roger Nicolas. Après, je suis parti de Chinon. Je suis revenu un demi-siècle après. Puis les fêtes de Gargantua, alors je ne sais pas pour quelle raison, il va y avoir un couvre-feu imposé, j'en sais rien. Mais au fond, est-ce que les choses ont bien changé? Est-ce que Rabelais n'est pas toujours attaché un peu à... Et puis... nourriture, c'est pas les vôtres, mais encore de la nourriture. Et puis aussi au côté paillard. Donc, à Chinon et localement, je dirais qu'on a toujours, comment dire, on voit Rabelais à notre porte, et on a son Rabelais, les uns les autres. Et, alors c'est une particularité quand même. Je ne suis pas sûr que ce soit un point de vue que l'on ait. Je crois que l'année prochaine, vous faites venir des étrangers universitaires. Je ne sais pas si un Péruvien, un Japonais ou un Canadien auront les mêmes sujets ou la même approche de Rabelais.
tout cas, ça, c'est l'approche populaire, et je la retrouve la semaine dernière. Je vais chercher, je passe à l'Hugues Bouchard, chez le boucher charcutier, qui fait de très bonnes rillettes. Il y a une étiquette, une petite affichette, comme ça. La moitié, c'est un visuel sur Rabelais, et l'autre moitié, c'est un visuel sur les rillettes. On est quand même au XXIe siècle. Il n'y a pas si longtemps, Rabelais, c'était aussi le visage sur les verres. Donc un demi-siècle après, le gamin retrouve à peu près un univers comme ça, voilà, que l'on qualifie, parce que ce terme existe pour beaucoup en termes d'appropriation, de rabelaisien. Donc moi, ça recouvre pour moi, donc ça c'est le Rabelais que je retiens, c'est le Rabelais de l'enfance, le Rabelais, un acronyme RPR, rire, pinard, rillette. Comment? Contre une serait donc de gauche. Non. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est simplement, je me mets des carreaux dans les yeux, c'est tout. Voilà. Donc c'est ça. Alors donc chacun son Rabelais. Alors moi, mon Rabelais, il est... parce que je fais des efforts pour lire Rabelais. Bon, il en faut des efforts. Hein. Depuis 10 ans que je suis revenu, là. Mais bon, c'est passionnant. Il faut se prendre des tranches. Là, tout à l'heure, c'était la première fois, d'ailleurs, je regardais des conférences de quelqu'un qui s'appelle Claude Guignebet. Alors, j'avais vu des choses et... Bon, bah, je vais vous dire, c'est peut-être, moi, la personne qui m'amène le plus à Rabelais. Alors, il n'est pas très connu, mais je veux dire, son approche bien fêlée, bien périphérique, triturant le langage, les origines des mots, etc. En fait, c'est très visuel. On apprend beaucoup. Bon. Et j'ai eu la chance de voir en partie seulement, mais une très très belle exposition art contemporain qui a été faite en 2008 et qui s'appelait la Rabelais dégelée, la dégelée Rabelais, donc, qui était organisée par le Fonds régional d'art contemporain Languedoc-Roussillon, avec son directeur Emmanuel Latreille, et Claude Guignebet a beaucoup travaillé, et notamment il faisait des visites auprès du public pour des expositions d'art contemporain. Donc imaginez, pour ceux qui connaissent Guignebet, c'était vraiment une performance verbale. Donc voilà, c'est mon Rabelais en ce moment, c'est un peu ça. Alors en étant ici, quelqu'un me posait la question tout à l'heure, là, comment Maxence est arrivé ici. Alors, il n'est pas arrivé par Rabelais. Il est arrivé ici parce qu'il a eu le Grand Prix de la Biennale de Venise en 1954, et puis il voulait quitter Paris, avoir un lieu pour s'exprimer qui soit beaucoup plus confortable que ce dont il ne disposait pas à Paris. Donc avec sa femme Dorothée Attaning, ils sont venus s'installer ici, dans cette ferme à Lyon, début 1955, sur les conseils d'un ami qui était un ami commun à Alexandre Calder et à Maxence. Et donc les deux sont arrivés à la même époque, et donc cette personne, c'était M. Jean Davidson, pour ceux qui connaîtraient l'histoire de la famille Davidson à Saché. Donc l'avenue de Maxence, voilà, c'est la concordance amicale à la fois de Jean Davidson et de Calder. Alors, moi je viens du domaine de... Bon, je suis dans le domaine de l'art et je ne suis pas du tout un littéraire, et donc quand je lis Rabelais, je lis au fond Rabelais avec les yeux d'un vidéaste, d'un cinématographe, je crois, enfin bref, quelqu'un qui voyage
c'est quelqu'un qui me fait voyager. Et donc cette notion de voyage pour moi est importante. C'est quelqu'un dont je trouve qu'il est moderne, pour moi qui serait donc plus que contemporain, moderne, dans le sens où il exprime une ouverture. Alors je ne vais pas parler de cette notion d'humanisme, etc., que tout le monde connaît, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui est internationaliste par ses choix, par ses centres, pluraliste par ses centres d'intérêt, curieux, un peu inventeur, pionnier. Parce que c'est toujours difficile de lire des auteurs en restant dans sa position, je dirais, 21e siècle. Donc il faut essayer de voyager avec cette personne donc au 16e. Là, c'est une vie quand même qui est très riche et qui, pour moi, est assez parallèle à la vie d'un artiste contemporain qui serait aujourd'hui un artiste international et qui circulerait et qui émettrait, quand je dis artiste, peut-être un écrivain, un cinéaste, un peintre ou un vidéaste, donc quelqu'un qui exprimerait voilà, des propos. Alors aujourd'hui, on taquine beaucoup de milieux intellectuels ou artistiques en disant notamment, sur le fait qu'il ne serait pas, entre guillemets, assez engagé. Bon, on a dans la figure de Rabelais vraiment quelqu'un justement qui est engagé. Qui habilement et pour les difficultés de l'époque emprunte des masques. Et à travers ces masques et ces détours, si on veut lire au-delà du propos contextuel qu'il exprime, on voit bien qu'on va au-delà de ce qui est dit ou de ce qui est évoqué. Alors au-delà, c'est finalement un propos qui nous permettrait de rejoindre Max Ernst dans son fameux texte « Au-delà de la peinture ». C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la chose à voir ou à lire qui est là et qui est importante, mais c'est ce qui entoure cette chose, et dont on ne prend pas forcément en compte tout, parce que l'objet n'est pas limité, et que dans cet objet, tout ce qui peut être dit n'est pas forcément audible. Donc il y a une part d'indicible dans les choses. Bon, il y a le mot extraordinaire, je dirais que quand les choses sont indicibles, c'est que ça désigne quelque chose que l'on ne voit pas et qui peut aller jusqu'à l'extraordinaire. Donc on n'est pas dans la norme, dans la normalité. Donc de ce point de vue, on peut comprendre que Rabelais, c'est pas simplement cet écrivain, cette personnalité publique, ce scientifique, ce politique du XVIe, on peut comprendre que ça intéresse je dirais, les artistes du XXe siècle, parce qu'il voit là un acteur, au fond, qui bouge, qui voyage, qui s'intéresse à plein de choses, donc il y a un esprit transversal, internationaliste. Voyager, c'est ça, s'intéresser, aller capter. Et donc, c'est pas par hasard que des écrivains comme Jarry, Alfred Jarry, s'intéressent à Rabelais. Et moi, je prendrais ça par rapport pour arriver au sujet du mouvement Dada, de Max Ernst. Dans la modernité du fin 19e et début 20e, c'est effectivement Alfred Jarry, Raymond Roussel, qui sont pour moi des éléments, des personnages importants qui nous emmènent dans cet au-delà, du récit normal, au-delà du récit théâtral, par exemple chez Roussel. Alors pourquoi je cite Roussel? C'est parce que Marcel Duchamp, qui au fond est un peintre classique,
toute première partie de son œuvre, au début du XXe, c'est en écoutant avec son ami Léris, et puis il y avait Apollinaire, cette pièce de théâtre, Impression d'Afrique de Raymond Roussel, que Duchamp, par rapport à ce travail d'écriture, ce travail textuel et cette mise en scène loufoque, enfin incompréhensible, Marcel Duchamp va décider d'arrêter de peindre. Donc les attitudes littéraires ont une influence importante sur le monde artistique. Pour que un artiste comme Marcel Duchamp décide de poser les pinceaux, c'est une décision qui est lourde de sens, comme on dit communément. Donc cette décision, elle est provoquée parce qu'il y a dans le texte, dans le récit de ces écrivains, je fais le grand écart, que ce soit Rabelais ou Jarry ou Raymond Roussel, je veux dire, matière à. Et donc matière à revoir, entre guillemets, sa copie d'artiste, de la remettre en question, de la questionner, de l'interroger. Alors à la fois sur le plan esthétique et visuel, mais forcément, je veux dire, c'est conduit par l'intellect. Donc ce ne sont pas des décisions fortes. Donc les avant-gardes du début du XXe siècle, elles sont de toute évidence marquées, soit ouvertement, parce qu'ils le disent, par des acquis qui sont des acquis esthétiques de l'art qui les ont précédés, soit par une permanence philosophique ou textuelle d'écrivains qui les a marqués. Et donc ces artistes-là ne sont pas que des peintres de chevalet. Donc ils peuvent même arrêter d'être un peintre de chevalet. Donc je pense que les avant-gardes du début du XXe siècle, on ne peut pas, je dirais, les comprendre si on ne remet pas en perspective les apports précédents. Et pour moi, les apports aussi bien l'imaginaire de Rabelais et sa forme, je dirais, sa manière de travailler la langue, le vocabulaire, de ne pas nous dire les choses toujours très clairement, parce que au fond, c'est à nous d'aller voir, et je pense que c'est pour ça que c'est compliqué à lire. C'est pour ça que moi je m'intéresse aux propos de Guénebé, parce qu'il va plus loin, il va au-delà. Il pose la question du au-delà de l'écriture. Et donc les artistes au début du XXe siècle, les artistes dans le champ visuel, eh bien, ils ont cette recherche qui est d'aller au-delà, entre guillemets, de la peinture. Alors c'est au-delà de la peinture, c'est bien sûr les aventures cubistes, c'est les aventures personnelles en dehors du cubisme de Picasso, c'est les événements, c'est le contexte historique de la guerre 14-18 qui, au fond, ne démarre pas en 14, mais il y a des prémices. Donc, on sait, hein, la France ne s'arrête pas comme la carte météo aux Ardennes ou aux Pyrénées. Donc, pour ceux qui veulent savoir, et ceux qui sont dans le domaine de l'art, ils savent ce qui se passe ou ce qui peut se passer. C'est-à-dire au-delà de la frontière. Donc, ce contexte, c'est-à-dire le background littéraire, artistique de l'histoire, favorise les ruptures et les avant-gardes du début du XXe siècle, c'est-à-dire pour sortir, si vous voulez, pas de tout ce qui est l'art du XIXe, parce qu'il y a une part très importante, enfin, je veux dire, avec des gens comme Courbet, Manet, mais ces artistes sont en recherche de trouver des formes qui correspondent à leurs attitudes. Et là, ça peut résonner peut-être avec certains d'entre vous qui connaissent cette fameuse exposition de 1970 faite par Harald Zeman en Suisse à la Kunsthalle de Berne,
qui s'appelait « Quand les attitudes deviennent formes ». Moi, je pense, comme lui, que l'attitude, qui est de faire aussi l'éponge, hein, pour prendre, va constituer, si vous voulez, des exemples de formulation pour formuler, pour mettre en forme. Et au fond, les artistes visuels, plasticiens, comme ils étaient plus à cette époque, sont en recherche de formes qui vont parler, au fond, de leurs préoccupations intellectuelles et donc de leurs attitudes. Alors le mouvement Dada, il faut le voir dans cette histoire-là, c'est-à-dire que c'est un contexte, on est en Suisse, on est en 1916, donc ça veut dire quoi 1916 ? Ben, ça veut dire 80 000 morts au mois de février, voilà, sur le champ de bataille, rien qu'en février. Donc qu'est-ce qui se passe à Zurich en 1916 ? On est en Suisse, zone neutre, pays neutre. Donc pays neutre, ça veut dire que quand vous voulez échapper à ce que vous avez pu prévoir, anticiper, parce que vous êtes allemand, français, belge, roumain, vous quittez votre pays et vous allez dans un pays neutre. Donc l'addition de ces personnes, de ces artistes qui se regroupent à Zurich en 1916, ça vient de cette histoire. C'est la fuite, hein, de la guerre, et au fond, ces artistes sont des pacifistes, sont des rebelles qui n'acceptent pas, si vous voulez, parce que quand vous êtes allemand, le Kaiser, on sait qui c'est. Pour anecdote, juste avant le début de cette guerre en 1914, Max Ernst, qui était jeune, hein, donc il avait 23 ans, hein, en 1913, 22 ans. Il est ami avec Jean Arp. Jean Arp est alsacien, ce qui veut dire qu'à l'époque, être alsacien, c'était allemand aussi. Donc ces deux-là se connaissent. Jean Arp est plus âgé que Max Ernst, donc ça représente une figure importante, je veux dire, une parole plus adulte, hein, de la part de Arp. Et à la veille de la guerre, quand je dis à la veille, c'est une semaine avant, Jean Arp réitère ce propos qui est de dire à Max, mais écoute, viens, moi je rentre en France, voilà, sinon on va être enrôlé dans l'armée, c'est stupide, on a quand même autre chose à faire. Max Ernst reste à Cologne et Jean Arp traverse, donc arrive en France. Il arrive d'ailleurs 2 jours avant que la frontière soit fermée. Donc c'est vraiment limité. Donc c'est pour vous préciser le contexte. Alors par exemple, pourquoi quelqu'un comme Ernst n'a pas suivi ? Parce qu'il est jeune, que vous êtes encore attaché entre guillemets, à un milieu familial. Son milieu familial est plutôt, il est vraiment conservateur, catholique. Bon, c'est pas parti pris, hein, catholique. Mais bon, c'est pour. Mais par cette culture, si vous voulez, il ne rejoint pas, il ne se rebelle pas pour franchir le Rhin et aller en France. Alors 1916, et Max Ernst va faire la Première Guerre mondiale, de 14 à 18. Donc par chance, lui, il s'en sort, mais donc forcément, il a il vit cette barbarie, comme d'autres. Par exemple, son ami Maqueux, qui était un peintre qui avait plus 50 plus que lui, mais qui était un peintre expressionniste dans la veine des expressionnistes allemands figuratifs type Beckmann, c'est une figure importante pour Max Ernst en tant que peintre. Eh bien, lui, par exemple, ce garçon est parti patriote. Voilà, il a accepté d'être enrôlé voilà, il savait pourquoi il y allait. Et il est mort.
en 1917. Donc ça veut dire que Max Ernst a vécu, si vous voulez, un contexte historique et voyant, parce que tous ces gens-là, ils ne savaient pas que ça durait, si c'était 4 semaines, 4 mois, 4 ans. Donc quand vous êtes en 1916 à Zurich, et que vous êtes jeune et que vous avez 20 ans, que vous vous appelez Zara, que vous êtes avec Janko, son camarade juif roumain, bon, en fait les juifs d'ailleurs c'est pas un problème, bon, voilà. Et ils arrivent à Zurich, ce sont des gens qui ont 20 ans. Ils arrivent à Zurich, qui est une ville riche, industriellement, commercialement, qui est à la limite au nord de la Suisse d'une influence germanique. Et cette ville, c'est aussi une ville intellectuelle, qui a son université, qui a son école polytechnique. Donc une jeunesse s'exprime forcément dans ce milieu. Je veux dire, on n'est pas à la campagne, on n'est pas dans une sous-préfecture française. Bon, il faut... Voilà, donc il y a de la vie, il se passe des choses, ça bouillonne. Et on peut, je dirais, se fondre dans une grande ville. Donc ça peut expliquer, et ça explique pourquoi des gens d'origines diverses, allemandes, comme Jean Hart, suisses, comme Amy Amings et Sophie Tauber, donc deux femmes, comment des Roumains comme Janko et Zara, bon, ils vont se retrouver en fait très vite, parce que dans une ville, quand vous êtes un petit peu rebelle, un peu je sais pas quoi, bah, vous cherchez les lieux où les choses se passent. Dans les lieux où les choses se passent, curieusement, ce sont c'est pas des maisons de la culture, hein. Bon. Ce sont des cafés, et notamment des cafés littéraires. Donc il y a un café à Zurich qui avait accueilli des écrivains et des poètes suisses qui se réunissaient pour ce qu'ils avaient nommé donc le cabaret Pantagruel. Bon, on revient arabe. Et ce lieu de rencontre pour des poètes et des écrivains suisses, dans ce cabaret Pantagruel, donc qui est un cabaret littéraire, va être le lieu où vont se réunir les personnes que je désignais tout à l'heure et qui vont fonder donc, le mouvement de l'art et donc ouvrir ce cabaret, c'est-à-dire l'arrière, hein, une salle à l'arrière dans le café, dans cette brasserie, que d'ailleurs le propriétaire leur prête, voilà, en sachant qui est qui et qui va faire quoi. Donc c'était pas un milieu hostile. Et donc là va se fonder le cabaret Voltaire. Donc empruntant le nom de Voltaire. Et là, donc c'est pendant quelques mois, donc de février jusqu'à la fin du printemps. Bon, Zara disait, oh, ça a duré moins longtemps que la guerre. Voilà, donc ça se passe là. Et qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que ces hommes et ces femmes, venant d'horizons géographiques et culturels différents, vont se réunir pour adopter et mettre en place des pratiques nouvelles, collectives, transversales, avec un intérêt pour la littérature, la musique, la danse, les arts visuels, les arts populaires, les arts dits primitifs. Donc c'est un joyeux mélange, une ébullition liée aux intérêts de toutes ces personnes qui ont donc cet esprit ouvert. Et là, on pourrait dire que si Rabelais avait été un enfant de je ne sais quel pays en 1916, peut-être que Rabelais aurait rejoint Zurich, hein, et participé à ces joyeusetés intellectuelles. Voilà. Donc ça, c'est le contexte, si vous voulez, de Dada.
qui est un contexte. Alors aujourd'hui, on se pose beaucoup la question de est-ce qu'on peut encore être Dada, qui est post-néo-Dada, enfin, qu'on arriverait, ça existe. Hein. Mais il y a quelque chose qu'on peut retenir de Dada, c'est qu'au fond, ils appuient là où ça fait mal, c'est-à-dire que dans nos sociétés où tout pourrait aller bien, on s'est bien reçu quand même, parce que pourtant ça se passe mal. Ce qui veut dire que après 18, ils ont peut-être fait payer un peu trop cher à l'Allemagne le prix d'une défaite. On s'est préparé joyeusement en 1933. Mais est-ce qu'aujourd'hui on fait mieux? Alors moi de temps en temps, là en ce moment, je me pose des questions parce que on nous abreuve d'images sur un conflit au Proche-Orient, des pays belligérants, zones d'influence autour, très ouverte, un conflit qui on nous ramène quand même à la réalité géopolitique de 1918. Et je me dis, qu'est-ce qu'aurait fait, qu'est-ce que ferait les... Bon, bah ils fuient. Voilà. Alors, ils sont plus nombreux, si c'est d'aller ailleurs. Le ailleurs, ça pourrait être quoi? Moi, j'avais un petit rêve cette nuit, je me dis, bah, s'il y a un pays neutre dans cette zone-là, c'est Israël. Oui, c'est pas en guerre, hein. Et puis... en Israël, il y a beaucoup d'intellectuels. Hein. Et donc il pourrait y avoir un cabaret qui porterait le nom d'un poète palestinien à Tel Aviv. Donc voilà, c'est un rêve pour actualiser le propos, même si... Donc Max Ernst, dans cette histoire, après-guerre, 1918, il va pas à Tel Aviv, il rejoint Cologne. Et à Cologne, il fonde une section Dada avec son ami Jean Arp, qui revient de Zurich et qui rejoint Cologne et Max Ernst. Donc là, ça va être l'aventure de la section Dada Cologne par Jean Arp, Max Ernst. Et un troisième larron qui s'appelle, c'est pas son vrai nom d'origine, Bagerd. Et là, c'est toute l'aventure qui va durer de 1918 à 1921. Ce sont des artistes très engagés sur le plan social et même politique. Rédaction de tracts, production de revues, distribution dans l'espace public, exposition dans un café de la ville, qui sera assez vite fermé parce qu'il y avait même des choses à voir jusqu'aux toilettes. Et donc les autorités britanniques occupantes mettent le holà. Donc c'est des moments, si vous voulez, très engagés, et à la fois avec des formes, si vous voulez, pas très acceptables pour la société locale. Alors cette aventure Dada pour Max Ernst, évidemment, est importante. Alors imaginez qu'aujourd'hui, on est dans l'atelier d'un peintre, voilà, qui a fait partie de ce mouvement Dada. Et donc, Max Ernst est un artiste qui veut, à la suite de l'expérience de Dada Zurich, comme les Américains Duchamp, Man Ray et Picabia qui avaient rejoint les États-Unis, comme les dadaïstes parisiens qui sont essentiellement des poètes et des écrivains, comme les deux autres sections Dada en Allemagne, c'est-à-dire Kurt Schwitters à Hanovre, et surtout la section Dada à Berlin, qui est très engagée politiquement. Là encore, il faut faire un petit peu de géopolitique et regarder les cartes.
quand on est en 1917, ces gens-là commencent déjà à bouger parce qu'ils essayent comment dire, de modifier, si vous voulez, l'aspect belliciste du gouvernement allemand et de la politique du Kaiser. Donc ce sont des gens qui sont... Et là, il se passe en 17, évidemment, la révolution soviétique. Donc si vous voulez, si vous regardez sur la carte, Berlin, c'est plus près de Moscou que de Douarnenez. Donc les influences et les informations circulent. Donc il faut comprendre pourquoi le mouvement à Berlin, avec Raoul Haussmann, Hortefeld, Anna Hock, Hussenbeck, qui était au cabaret Voltaire, sont des gens qui vont produire des collages notamment politiques, engagés, qui vont se manifester au Reichstag par des lancers de tracts, etc. Donc voilà, à Berlin, c'est une position, je dirais, radicale, alors que Arp et Max Ernst à Cologne sont certes engagés, mais ce sont des poètes. Ce sont des poètes. Donc des poètes qui vont à la fois travailler la langue, la forme, les mots, les sonorités, mélanger avec le visuel, retravailler le sens de l'image. Et donc, de ce point de vue, l'importance de Max Ernst, elle est prépondérante dans l'avancée, si vous voulez, du travail visuel et textuel. Et c'est pour ça qu'il va rejoindre donc, les Dada parisiens pour fonder le mouvement surréaliste. Donc il arrive en 22 à Paris avec femme et enfant. Et donc l'aventure surréaliste, c'est 1922 jusqu'à 1938 pour Max Ernst. Alors, petit clin d'œil aussi de qui chez les Dada a été, entre guillemets, à parler de Rabelais, ben c'est Raoul Haussmann, un dadaïste à Berlin. Mais alors là, avec des propos peu amènes. Parce que... alors là, c'est vraiment typique la figure de Raoul Haussmann, qui est un artiste engagé, mais assez, comment dire, pur et dur, comme ça, très dogmatique, qui ne comprenait pas. Enfin, en gros, Rabelais, c'est un fêtard, c'est un mec qui fornique, enfin bon, voilà, c'est en gros, il le dit. Hein. Donc, curieuse approche de Rabelais. Mais bon, on peut la noter parce qu'on voit que dans un même pays, la même culture germanique, des personnes peuvent avoir des approches différentes. Et donc, ça pose la question de l'interprétation. Alors, pour en venir, parce que là, je vous embête, là, donc on va sauter très vite à autre chose. Alors, j'avais cité dans mon petit document là, que vous avez peut-être distribué, cette référence à Duchamp qui, en 59, au cours d'un entretien, c'était un entretien pour compose un artiste en 59, Duchamp, il est à 9 ans, 9 ans avant 68, la date à laquelle il décède. Donc on est aux États-Unis, Duchamp vit aux États-Unis. Il a arrêté de peindre il y a longtemps. Il a arrêté de faire des ready-made il y a bien longtemps. Le grand verre est sans doute terminé, mais il ne le sait pas lui-même. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, il a choisi de jouer aux échecs. Donc là encore, c'est une attitude. Et qui prend une forme qui est celle du jeu. Mais d'un jeu pensé, intellectuel, où quand même, voilà, il y a de la stratégie, il y a de la chance, il y a du hasard. Donc c'est un choix de vie. C'est pas évident de dire, voilà, j'ai un bon artiste peintre, j'écoute la pièce de Raymond Roussel, Impression d'Afrique, j'arrête de peindre, je fais des ready-made, voilà, je pose un urinoir, et puis après, voilà, je fais le grand verre qui est une sorte d'autobiographie de tous mes fantasmes, et puis basta, ça va bien, la vie est belle, on va pas se compliquer, je fais mes échecs, je fume, j'essaie de trouver des femmes qui vont un peu m'entretenir, voilà, et puis tout ça en bonne...
Alors Duchamp, il y a quelque chose à dire, parce que, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui, d'une certaine façon, dans son esprit, précède un petit peu Dada, dès 1913. Mais bon, c'est pas formulé. Donc lui-même dit, ah bah, je suis content, en 1916, ils ont trouvé un mot magnifique, Dada. Mais dès 1913, je veux dire, ça bouillonne dans cette attitude non conventionnelle. Et alors en 1959, quand on l'interroge, il y a un moment une question qui est... C'était pour lui faire dire comment vous avez vécu l'expérience Dada. Et Marcel Duchamp, qui n'est pas un narcisse, qui se met pas en avant dans ses propos, qui essaie d'être le plus sobre possible par rapport aux faits historiques, dit, mais vous savez, Dada, oui, mais Dada, ça existait avant, ça nous précède. Et de tous les siècles qui nous précèdent, il y a eu des expériences Dada. Et par exemple, par essence, Rabelais est un Dada. Donc il prend Rabelais comme exemple. On est aux États-Unis, hein. On n'est pas à Montpellier ou je ne sais pas où, à l'université à Lyon. Donc le propos de Duchamp a pour moi dit deux choses. Une chose qui est juste, c'est-à-dire cette continuité dans l'histoire, comment on peut dire, je sais pas si ça existe, le picorage, voilà, on va chercher, les choses continuent, hein. Elles ont existé avant, elles reviennent. Tout ça pour des raisons contextuelles, historiques, géopolitiques, voire économiques, religieuses. Donc, le Duchamp, capable de faire ses ready-made, est capable de dire, voilà, oui, ok, mais Rabelais, lui aussi, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, c'était, voilà, ça donnait dans tous les sens, c'était de la dynamite. Donc, notre aventure Dada, c'est pas nouveau. Donc ça, ce propos-là de la part de Duchamp, et c'est-à-dire c'est pas la quatrième pointure ou des néo-néo, c'est donc très important. Et c'est important aussi de noter, encore une fois, que c'est un propos qui vient de quelqu'un qui est la figure emblématique de l'art du XXe siècle, qui influe pratiquement tout l'art contemporain et autres. Là, il ne l'a pas voulu, hein. C'est pas ce qu'il a cherché, mais bon, c'est un fait. Et donc lui ne se met pas en avant comme étant, entre guillemets, membre de cette confrérie. Et, voilà, et très humble. Et donc cette humilité la renvoie à cette figure de Rabelais. Donc ça, c'est, je dirais, quelque chose qui m'impressionne, parce qu'aujourd'hui, il y a, comment dire, tant de personnes qui disent « moi je », moi je fais, moi j'ai fait, moi je ceci, cela, caméra, machin, moi je... Duchamp, c'est pas quelqu'un, je veux dire, qui est allé dans ce sens-là, et je sais qu'il aurait pu, mais non. Je veux dire, je sais pas si ça existe aujourd'hui encore, mais je veux dire, bon, c'est un être normal, quoi. Voilà. Donc il fait pas, il n'en dit pas plus, pas moins, et il a ses références. Donc la figure de Duchamp par rapport à Rabelais, c'est donc une référence. Alors Max Ernst là-dedans. Quand Max Ernst arrive ici, on est en 1955, 1953, Marcel Duchamp et Max Ernst vont rejoindre le collège de pataphysique. Ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte, parce que le collège de pataphysique, Jarry, Rabelais, donc ces gens-là ont la connaissance de Rabelais. Ils ne vont pas par hasard
rejoindre des pataphysiciens. Comme disait Max Ernst, tout ce que je fais, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais si ça peut intéresser quelques poètes et pataphysiciens, ben, c'est un peu plus complexe que ça, son propos, mais c'était ça. 1962, Max Ernst réalise ce tableau intitulé Le Jardin de la France. Bon, Max Ernst en 1962, c'est quelqu'un qui, avec Dorothea Talming, est ici bien installé. Quand je dis bien installé, c'est-à-dire à la fois physiquement, dans la maison en face, il a installé à l'étage sa bibliothèque, son salon où il joue aux échecs, où il a joué avec Marcel Buchamp qui est venu 2 fois ici. Donc, quelque part, voilà, Marcel a pu tourner. Ils ont refait d'ailleurs une version de LHOQ, puisqu'il y en a eu plusieurs. Et Max Ernst est un grand lecteur. C'est quelqu'un qui s'intéresse au contexte de là où il vit. Je vais prendre un exemple. Quand il est en Arizona dans les années 40 aux États-Unis, il s'intéresse à la culture des Indiens Hopi, des Indiens Navajo, il collectionne les poupées Kashina, etc. Enfin, bon. Donc, c'est toujours quelqu'un qui a une culture très, très ouverte. Et donc ici, immanquablement, c'est quelqu'un qui lit parce que c'est un grand lecteur, il est lié tous ces... Bon, les écrivains, c'est aussi son domaine, lui-même écrit. Et donc forcément, il lit Rabelais. Et ce tableau, réalisé en 1962, est un tableau qui semble être extrêmement simple, puisqu'il est très régulièrement emprunté dans les musées à l'étranger, comme une sorte de représentation fantasmée d'une France paysagère, jardinienne, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment on pourrait dire, comme objectif, jardinière. Voilà. Et puis chez nous, bon, bah voilà, c'est une femme allongée, gentille, elle a des magnifiques courbes, la Loire est courbée, les paysages sont courbés, patati patata. Donc voilà, on enveloppe, je dirais, de manière rétinienne, un contenu relativement facile. Alors moi, ce tableau m'a beaucoup intrigué parce que quand j'ai acheté cette maison en 2006, j'ai fait des travaux en 2009 pour que le public qui visitait l'exposition du Musée des Beaux-Arts de Tours, que certains d'entre vous ont peut-être vu, qui était donc hiver 2009-2010, qui était consacré aux œuvres que Max Ernst avait réalisées ici à Lyon. Et ce tableau figurait dans l'exposition, en introduction, et le titre de ce tableau, Le Jardin de la France, a fourni le titre de l'exposition. Bon, ce tableau m'a troublé parce que je me suis dit quand même, ce garçon, je ne sais pas si vous dirait Max en nous écoutant, mais il est trop simple. Donc qu'est-ce que ça cache? Quel est le au-delà de la peinture? Alors déjà techniquement, on semble être dans une apparence de collage, et il n'en est rien. Ce tableau, là c'est une reproduction photographique, ce tableau dont vous voyez des parties originelles qui sont le corps de cette femme, c'est la copie de la naissance de Vénus de Cabanel, qui était un grand artiste académique du XIXe siècle. Ce tableau figure à Orsay. Il est un petit peu plus grand en dimension, parce que Cabanel, comme un maître académique, avait des élèves, et tous ces élèves devaient copier le maître, voilà, pour acquérir son enseignement et sa pratique, mais dans un format plus réduit. Donc le tableau qui est là, physiquement, le châssis et la toile, c'est une copie du tableau original de Cabanel, c'est-à-dire cette fameuse naissance de Vénus. Et Max Ernst a repeint sur le tableau. Le tableau avec cette femme, c'est une vision frontale, avec une femme allongée. Au-dessus, il y avait des gentils nuages, etc. Elle flotte. La particularité de cette femme, c'est que
un serpent enroule sa cuisse, mais ce n'est pas un serpent tentateur. Il accompagne. Alors après, notre ami Lacan aurait sans doute été encore au-delà de ce que je suis en train de vous dire et que tout le monde imagine. Hein, le rapport du serpent et du sexe, etc. Donc le tableau, Maxence va retenir les zones érogènes du corps féminin et il plaque une vue qui, elle, est une vue du dessus, une vue cartographiée du paysage, avec la Loire et l'Indre, nommées très précisément, et des couleurs et des formes qui renvoient à une idée de paysage et de jardin. Il intitule son tableau « Le jardin de la France ». Le titre figure d'ailleurs dans le tableau en bas à gauche. Cette zone qui semble être une île, pourquoi elle semble être une île? C'est parce que l'artiste, pour bien montrer que c'est une île, va modifier le mouvement de la Loire en inscrivant à l'envers, hein, par des flèches, c'est-à-dire là encore on voit tout l'aspect signe de l'art, il suffit simplement de mettre deux petits traits au bout d'un plus grand trait, ça devient une flèche, et ça vous donne l'idée du mouvement. Donc cette idée-là fait qu'on imagine l'eau, et donc forcément ce territoire qui devient une île. Et là, ce tableau, moi, m'a beaucoup interrogé parce que, cher ami Alain Lecomte, vous avez dans votre musée une gravure qui représente donc les lieux de la Rabelaisie, mettre à la suite des guerres gréco-romaines, en gros, et qui cite tous les lieux existants et réels, plus un qui est Thélème. Et Thélème, sur cette carte, est inscrit sur une île, en contrebas de Huim, entre l'Indre et la Loire. Donc cette carte m'a fait cogiter. Et cogitation, puisqu'il s'agissait de Thélème, ça me renvoie à Rabelais. Donc je relis Rabelais, les guerres picrocolines, Gargantua qui remercie frère Jean l'Entomeur, et toi mon plus fidèle serviteur, patati patata, frère Jean, je vais te donner mon abbaye de Sully. Donc, j'ai autre chose à faire, moi je veux inventer mon abbaye. À cela me tienne, je vais te donner mon plus beau terrain, mon terrain de Thélème, situé à X lieues de Port-Hume. Bon, moi j'ai pas internet, donc j'ai plus de mobilette, mais j'ai pris ma voiturette et j'ai longé l'Indre pour voir où était ce Port-Huot. Et localement, vous pouvez donc trouver Port-Huot entre Azen-Rideau, sur les bords de l'Indre, et Rivarennes, avec des maisons du 15e. Donc une très belle végétation. Donc ce tableau, je voyais deux sources, deux indices qui me renvoyaient à Rabelais. L'un, c'était le titre « Le jardin de la France », puisque l'appellation dans le texte « Le jardin de la France », c'est l'appellation des Italiens, mais dans le texte, on le trouve pour la première fois chez Rabelais. Voilà. Référence. Deuxième référence, la cartographie, la situation en contrebas de Huim, l'hypothèse Thélème cartographiée, et donc voilà. C'est bien sûr, comme dit l'inspecteur Bourrel, voilà, Max Ernst, il s'identifie d'une certaine façon à Rabelais dans son approche libertaire, pour faire simple. Et donc, Max Ernst trouve un écho chez Rabelais avec l'abbaye de Thélème, donc une connivence, hein, cet espace de liberté, une construction qui est quand même très précise, voilà, une référence à Philibert Delorme, grand architecte de l'époque, qui serait le Jean Nouvel d'aujourd'hui. Ça veut dire que Rabelais, c'était aussi quelqu'un qui, dans son entourage, je veux dire, avait des sources, hein,
celle de Philippe Delorme n'était pas l'une des moindres. Il y avait un intérêt donc pour l'architecture. Et donc là, on voit notre Maxence qui, bon, ce lieu où il y a à la fois une grande bibliothèque, où on peut faire l'amour, bon, voilà. Bon, ça convient très bien à Maxence, grand lecteur, qui aime les bibliothèques, qui aime les femmes, qui aime l'amour, comme tous les surréalistes. Donc ce tableau, comme vous le regarderez, oubliez simplement que ce n'est pas simplement un aspect paysager, mais qu'il y a une référence à Rabelais et à cette dynamite que constituent les projets helléniques. Je vais m'arrêter là parce qu'il fait chaud.